Bonjour, mesdames et messieurs les modérateurs, chère assistance. Je commence par remercier l'association du corps médical privé de la wilaya du Chlef qui nous a invités en collaboration avec l'association de Dr Delbet de Sfax. C'est pour nous un grand honneur d'être présent parmi vous. Et nous allons aborder durant les 25 prochaines minutes le thème des déséquilibres aigus du diabète. D'abord, je remercie la session d'hier qui m'a donné un tremplin. On a vu le diabète en chronique, le diabète avec professeur Salah Mansour. Comment gérer les diabétiques en chronique, en consultation habituelle. Ici, on va voir comment gérer les diabétiques en aigu lorsque tout ne marche pas bien. Pourquoi aborder ce sujet? Parce que dans le monde, malheureusement, le diabète est un fléau mondial. On n'y échappe pas en tant que maghrébin. Les chiffres sont en train de grimper. 14% des Algériens, les chiffres sont en train d'augmenter. D'ici 2035, on va avoir presque de 90% d'augmentation de cette prévalence. C'est pour ça qu'on organise généralement des journées mondiales du diabète. Ça va venir le 14 novembre. Donc, pour prévenir, essayer de diagnostiquer, de dépister le maximum de diabétiques. On va parler dans cette présentation du pancréas, de l'insuline, du glucose et essayer de faire passer notre patient dans un versant qui est en euglycémie, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible. Donc, il y a des déséquilibres où on va être dans un versant down, c'est les patients qui vont être en hypoglycémie. Malheureusement, ça arrive. Et il y a des patients qui seront dans le versant up, donc des patients qui sont en crise hyperglycémique, et ça va être soit une hyperglycémie simple, donc un diabète qui est simplement déséquilibré, une cétose, une cétoacidose, ou bien le fameux état hyperglycémie hyperosmolaire. On commence par l'hypoglycémie. Pourquoi on en parle, cette fameuse hypoglycémie? Parce qu'elle va augmenter le risque de mortalité, le risque de démence, l'impact sur la qualité de vie. Il y a des patients qui sont vraiment qui ont un impact, ça a un impact psychologique lorsque ça arrive dans les transports publics, dans des fêtes familiales, en pleine rue. Le risque cardiovasculaire aussi augmente, les risques de chute et tout ce qui est inhérent augmente aussi, et aussi les capacités cognitives commencent à se détériorer. 65% des patients diabétiques tout venant vont au moins avoir une hypoglycémie par an. C'est dire que ces accidents arrivent d'une façon assez fréquente. Diabétiques, oui, mais c'est surtout les diabétiques sous ADO, les diabétiques sous insuline, mais aussi les patients qui prennent plusieurs traitements. Il va y avoir cette interférence avec les sulfamides d'hypoglycémie qui eux-mêmes engendrent une hypoglycémie et ça va avoir un effet de potentialisation. C'est pour ça qu'il y a ces facteurs de risque, de haut risque de survenue d'hypoglycémie, surtout avec les insulines rapides prises en postprandial qui vont augmenter ce risque, et bien sûr les sulfamides. Et il y a aussi les autres traitements, comme on a vu, il y a les antidiabétiques, les nouveaux antidiabétiques qui vont avoir aussi, mais ça va classer nos patients dans le versant le bas risque. Quand il y a un haut risque, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prescrire, mais peut-être qu'il faut rapprocher les consultations, inciter à plus de surveillance. Et cette évaluation du risque passe aussi par, est-ce que il y a un contexte d'éthylisme, il y a un contexte, comment le patient s'alimente, est-ce qu'il a un bon régime alimentaire, est-ce que notre patient, il pratique une activité physique, surtout chez les jeunes qui ont une activité sportive, et aussi est-ce que le patient a à sa disposition un lecteur de glycémie. Quand on a un patient chez qui on suspecte une hypoglycémie, d'abord, il faudra la diagnostiquer, évaluer sa gravité, puis mettre en place un traitement qui peut être, dans certains cas, urgent et surtout, il faut l'instituer d'une façon très rapide et puis décider de l'orientation. Est-ce que je le garde dans mon cabinet? Nous sommes des professionnels de la première ligne. Est-ce qu'il faut l'orienter? Est-ce qu'il faut l'hospitaliser ou bien lui dire « c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous et continuer votre surveillance à domicile ». La symptomatologie, elle est vraiment assez diverse et assez trompeuse et on n'est jamais à l'abri d'un doute diagnostique devant une hypoglycémie. Et la symptomatologie, elle se base sur la triade de Whipple, qui est une triade historique, glycémie inférieure à 3,9 mmol, c'est à peu près 0,7 g par litre, des symptômes typiques et une amélioration des symptômes, c'est très important dès qu'on met un traitement.
Et les signes vont apparaître et vont s'aggraver dès que cette glycémie, elle va diminuer. La symptomatologie, il y a les signes autonomes que chaque diabétique va connaître. C'est les tremblements, c'est la transpiration, c'est de l'anxiété, c'est des nausées, une sensation de faim qui est importante, mais c'est surtout les signes de neuroglucopénie qui sont redoutés, et c'est les troubles de la concentration, c'est des maux de tête. Le patient qui commence à ne pas parler normalement, il se sent faible, il peut même être confus. Et un drapeau rouge, c'est les patients qui sont ramenés à nos consultations avec un coma agité, et c'est vraiment un festival de symptômes, et ça fait peur aux patients, mais aussi aux familles, à l'entourage. Imaginez sur les lieux du travail, dans un lycée, dans une école, c'est vraiment terrible. Et bien sûr, si le patient convulse, ça aggrave encore plus la symptomatologie. Et donc, ici, il faut vraiment chercher et faire le détective, chercher ces signes, parce qu'il y a des signes trompeurs. Il peut y avoir des signes de localisation, ça peut nous orienter vers un AIT, vers un AVC, et c'est ces signes trompeurs qui vont faire qu'on va s'aiguiller, partir vers une hypoglycémie, ou ne pas partir et partir sur un autre diagnostic. C'est vraiment le détective qui sommeille en chacun de nous qui peut aller vers un chemin ou un autre. Diagnostic de gravité, il y a une classification légère, modérée, sévère. Ça va partir sur des moins 0,7 pour la légère, moins 0,54 pour la modérée. Et pour la sévère, c'est vraiment, il n'y a pas un chiffre particulier, parce qu'après, il y a les diabétiques qui vont avoir des répercussions sur les fonctions cognitives. Et dès que vous avez une altération de l'état de conscience, dès que le patient n'arrive plus à s'auto-traiter, n'arrive plus à prendre ce sucre qui va être classé sévère, bien sûr, dès qu'on a une glycémie inférieure à 0,4, 0,45, généralement, il y a des troubles de la conscience, il y a des signes de neuroglucopénie, et là, c'est une classification sévère. Qui fait le plus fréquemment de crises d'hypoglycémie sévère? Ça va être généralement les personnes les plus âgées, ceux qui ont un diabète de longue date, et surtout ceux chez qui on essaye de réguler d'une façon très fine l'hémoglobine glyquée, donc ceux qui ont des réserves glycémiques les plus basses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers ça, mais peut-être chez les personnes âgées, les patients qui ont un diabète de longue date, peut-être ne pas chercher à être perfectionniste. Le traitement. D'abord, réaliser cette glycémie capillaire, oui, c'est clair. Et si signe de gravité, même si si on n'a pas ce glucomètre, rien n'interdit de passer un traitement IV, du glucosé en IV. C'est un test diagnostique, mais aussi thérapeutique. On peut sauver la vie d'un patient en donnant du glucosé. Chez un patient conscient, on peut donner un apport oral de glucides, 15 à 20 grammes, à peu près un morceau de sucre. Nous, en Tunisie, c'était 5 grammes. Après, ils ont diminué à 4 grammes. Donc, les dosettes ou bien le morceau de sucre est toujours contrôlé à 15 minutes. Pourquoi contrôler? Les fameuses règles 15-15. 15 grammes est contrôlé après 15 minutes. Et aussi, donner une sucrerie, une pâtisserie algérienne, ça serait peut-être un idéal, donc déguster, donc joindre l'utile à l'agréable, une pâtisserie et un traitement en même temps. Maintenant, si mon patient il est grave, s'il y a des signes, un accès veineux peut être requis, donc mettre une voie veineuse et injecter du sérum glucosé. Le sérum glucosé à 30%, donc il y a les fameuses ampoules de 10 millilitres, c'est donné 4 à 8, donc par exemple donner 5 ampoules, on arrive à avoir les 12 à 25 grammes, du glucosé à 10%, peut-être, mais il faudra donner encore plus, c'est 120 à 250. Donc, 50 millilitres de G30, c'est ce qui est le plus adapté. Si signe de gravité et abord veineux inaccessible, il y a les fameuses seringues de glucagon. Ça a été approuvé par les Américains en 2019. Il y a même le glucagon en intranasal, et il y a les seringues pré-remplies qu'on peut injecter, et c'est surtout destiné aux familles des patients qui peuvent, en cas de crise convulsive, en cas de coma hypoglycémique, donner du glucagon. C'est très facile à utiliser. Examen complémentaire, on peut demander une glycémie veineuse, une fonction rénale, un ECG, parce qu'il y a le syndrome des dead in bed syndrome. Il y a des patients diabétiques qui meurent durant leur sommeil, et ça a été rapporté que finalement ils faisaient des troubles du rythme,
Et c'est pour ça qu'il y avait des morts subites inexpliquées chez les diabétiques. Donc, pensez à faire un ECG durant, peut-être pas la convulsion ou bien le coma, toujours traiter d'abord, puis faire l'ECG. Les autres explorations, ça va être selon le contexte. L'indication au transport ou bien quand est-ce qu'on doit envoyer notre patient à la clinique ou bien à l'hôpital. Les sujets âgés, ceux qui sont sous ADO, il faut expliquer pourquoi ils ont fait cette hypoglycémie et surtout si mon patient ne retrouve pas un état neurologique normal. Après 10 à 15 minutes, des règles de 15-15. Donc, il faut expliquer pourquoi. Peut-être qu'il a fait un trauma crânien, qu'il a un AVC. Donc, toujours se poser la question. Indication à l'hospitalisation, dès qu'on a un patient qui ne reprend pas son activité normale, il y a la fameuse encéphalopathie hypoglycémique. Donc, c'est des patients qui vont avoir des séquelles neurologiques. Il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de personne qui va le surveiller. Et les patients, il faut être vraiment large pour les indiquer une hospitalisation. Critères de sortie, si on n'a rien de tout ce que j'ai dit, le patient peut rentrer paisiblement et s'auto-surveiller et bien sûr avec une éducation thérapeutique. On en vient aux complications up, quand mon patient il va plutôt avoir une tendance à l'hyperglycémie. Les symptômes, on les connaît tous en tant que professionnels de première ligne, c'est cet amaigrissement, cette soif, ces maux de tête, cette fatigue, cette envie fréquente d'aller uriner, et on peut tomber dans une cétose diabétique. La cétose est une entité historique. On a les écrits sur la recherche de glucosurie et d'acétonurie remontent vraiment aux Antiquités. Et ici, c'est un manuscrit qui date du début du 19e siècle. Donc, ça témoigne d'une carence totale ou bien incomplète en insuline. Et lorsqu'il y a cette carence, il va y avoir une accumulation de corps cétoniques dans le sang. Généralement, c'est plutôt les diabétiques de type 1 qui vont faire cette fameuse cétose diabétique. Elle peut être inaugurale ou bien survenir au cours de l'évolution de la maladie. Aussi, les diabétiques de type 2 les font et ça témoigne d'une insulinorésistance et une défaillance relative de l'insulinosécrétion. C'est ce pancréas qui n'est plus fonctionnel. Et donc, il y a les acides gras qui vont être formés en quantité et il va y avoir une élimination sanguine et urinaire. Je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt en mettant ces dispositifs, mais comme il y a des lecteurs de glycémie, il y a aussi des lecteurs de cétonémie, et ça passe par une bandelette, et on peut avoir le taux de cétone dans le sang, la cétonémie, et dès que le taux il est supérieur à 0,6, notre cétonémie, donc d'une pierre deux coups, glycémie et cétonémie, et on peut avoir notre diagnostic. Mais généralement, on va passer aux bandelettes urinaires, et dès que il y a 2 croix ou plus, on est dans une cétose. Donc, s'il n'y a pas de croix ou c'est une croix, c'est un diabète déséquilibré, c'est une hyperglycémie simple et la prise en charge, elle est différente. Donc, 2 croix ou plus, c'est urgent. Il faut vraiment savoir pourquoi le patient il a fait ça et s'intéresser à traiter d'une façon beaucoup plus active et beaucoup plus urgente. Les signes cardinaux devant une cétose, généralement, ça évolue depuis une semaine à l'interrogatoire et c'est surtout les patients qui ont un IMC donc supérieur à 25, qui sont en surpoids, qui vont faire cette fameuse cétose. Malheureusement, des fois, la prise en charge avec l'hydratation, l'institution d'une insulinothérapie par voie systémique, elle est faite, mais notre patient, il passe d'une cétose vers une cétoacidose ou une acidocétose diabétique. Quand est-ce qu'il y a cette acidocétose diabétique, dont la prévalence et l'incidence augmentent parce qu'on découvre beaucoup plus de diabétiques, parce qu'on est beaucoup plus présent en première ligne en tant que médecin généraliste ou médecin urgentiste. Et ce qui se passe en physiologie, c'est qu'il y a le pancréas, dès que la glycémie diminue, il va y avoir les hormones de contre-régulation, ou bien quand elle s'élève, il y a les cellules bêta qui vont sécréter de l'insuline, et c'est ce qui se passe lorsque tout va bien, qu'on est bon. Mais en physiopathologie, malheureusement, il y a ce déficit en insuline, et ça va induire une augmentation de la lipolyse et de la néoglucogénèse, et donc il va y avoir une perte de poids, donc un des signes cardinaux d'un déséquilibre hyperglycémique du diabète. Après, je vais avoir une diminution d'utilisation du glucose, mon organisme ne fonctionne plus normalement, il va y avoir cette fatigue. Après, dès que j'ai une hyperglycémie, je vais avoir cette soif.
Je vais avoir cette glucosurie qui va induire une diurèse osmotique et donc une polyurie. Tout ceci, joint aux vomissements qui sont induits par l'acidose, parce que mon organisme, il est parti sur la production de corps cétonique et on n'arrive plus à éliminer. Donc, il va y avoir des vomissements, l'hyperventilation de Kussmaul. Et dès qu'on voit ce patient qui hyperventile, qui a cette haleine cétonique, ces pathognomoniques de l'acidocétose, tous ces éléments vont converger vers une déshydratation et dès qu'on a une déshydratation et si on n'intervient pas, malheureusement, on peut avoir le coma acidocétosique qui va témoigner sûrement d'un retard de consultation du patient. Donc, il a été mis sur le compte d'une dyspnée peut-être psychogène ou une dyspnée relative à un syndrome grippal ou une bronchite et les patients, des fois, ils consultent tardivement. La prise en charge aux urgences, d'abord critères diagnostiques, puis, gravité, qu'est-ce qui favorise, comment traiter, comment surveiller, adapter son traitement et quand est-ce qu'on peut faire sortir notre patient. Les critères diagnostiques, ça passe par une gazométrie. Une gazométrie parce qu'on a besoin d'un pH, on a besoin de réserves alcalines pour faire le diagnostic. Mais dès que j'ai une hyperglycémie supérieure à 2,5, que j'ai une acétonurie 2 croix ou plus, que mon patient hyperventile, qu'il a des douleurs abdominales, qu'il est fatigué, je suspecte mon acidocétose et je peux même commencer ma prise en charge. Qu'est-ce qui fait qu'un diabétique fait une acidocétose? Il y a des facteurs de décompensation et c'est toute la médecine qu'on a vu qui peut décompenser un diabétique. Les causes infectieuses, les causes traumatiques, les causes chirurgicales, les causes ischémiques. Un syndrome coronarien peut décompenser un diabète. Et bien sûr, les examens complémentaires, ils vont dépendre de cette orientation, de ce contexte de diagnostic. Je dis toujours aux résidents, faites sortir le Dr House, le détective en vous pour pouvoir gérer votre patient, pour avoir une prise en charge thérapeutique. Et donc, on incite tout le monde à suivre des algorithmes. Et dès qu'on met ces fameuses plaques, généralement, on se dit « Ouh, comment on va s'y prendre avec ces plaques ?» Mais je peux vous dire que pour moi, c'est une des plaques les plus disons, efficaces et les plus faciles. Parce que si on la résume, la prise en charge d'une acidocétose diabétique, elle va être axée sur 4 volets. Primo, et avec 3, 4 plus, et un point d'exclamation et une danse, c'est l'hydratation. L'hydratation, parce que si on n'hydrate pas nos patients, ça va, tous les autres éléments, tous les autres volets de la prise en charge ne vont pas être efficaces. Deuxième volet, c'est l'insulinothérapie, parce qu'on n'oublie pas qu'au début, il y a eu un déficit en insuline. Après, toujours et toujours, cette supplémentation potassique. Et bien sûr, si on fait tout ça sans régler la cause initiale, il y a une cause, il y a un effet. L'acidocétose, ça a été une conséquence d'une cause. Et bien sûr, le traitement de la cause, du facteur de décompensation, fait partie intégrante des volets de prise en charge. Durant une acidocétose diabétique, si on n'hydrate pas notre patient qui a perdu 10% de son poids corporel, généralement quand c'est une acidocétose modérée à sévère, 6 à 8 litres de liquide, de flotte qu'il a perdu. Donc, c'est pour ça que les recommandations commencent par une évaluation initiale. L'approche ABCDE, elle est vraiment très intéressante et elle nous facilite la tâche. Après la glycémie capillaire, les bandelettes urinaires, on va partir sur 1 litre de sérum salé isotonique durant la première heure. Pourquoi cette fameuse hydratation qui est tant recommandée, qui est obligatoire? Parce que d'abord, on va diminuer par cette hydratation le taux des hormones de contre-régulation, on va améliorer la perfusion rénale et on sait très bien que si les reins sont perfusés, tous les autres organes vont être aussi perfusés. On va améliorer la réponse des récepteurs à l'insuline parce qu'il va y avoir cette insulinorésistance. Et on a beau mettre des millions d'unités d'insuline chez un patient acidocétosique, si on ne l'a pas hydraté, les récepteurs ils vont pas répondre. Et donc hydrater pour permettre à ces récepteurs de bien capter l'insuline comme deuxième volet et aller vers une résolution de l'acidocétose. Et bien sûr, si tout ça est bien réglé, on va diminuer l'hyperglycémie, diminuer l'hypertonicité et diminuer l'acidémie. Ici, c'est
le fait d'insister que l'insuline en sous-cutanée n'est plus efficace parce que les récepteurs, il y a cette déshydratation et le sous-cutané n'est pas... vous savez que quand il y a une déshydratation, le réseau splanchnique, le réseau sous-cutané, il va y avoir cette vasoconstriction et le patient n'est plus répondeur à l'insuline sous-cutanée. C'est pour ça que la voie IV, elle est recommandée. Donc, hydrater, oui, 1 litre première heure, 1 litre deuxième heure, et ça va être 50% des pertes hydriques qui vont être données durant les 12 premières heures. Insulinothérapie, oui, à débuter à la 2e heure de la prise en charge. Si par exemple j'ai commencé mon hydratation à 10 heures du matin avec mon patient, j'ai mis la voie, j'ai commencé 1 litre sérum Phi, je commence mon insulinothérapie à 11 heures. Parce que mes récepteurs, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont beaucoup plus répondeurs, ils seront beaucoup plus répondeurs. Insulinothérapie, supplémentation potassique, et ça va dépendre de mon bilan initial, de mon bilan, est-ce que le déficit potassique, il est constant, et donc je vais mettre mon potassium selon mes bilans de contrôle, selon la kaliémie qui a été mesurée. Traitement de la cause, oui, plus, parce que si on ne traite pas la cause, mon patient ne va jamais s'améliorer. Puis surveiller parce qu'il peut y avoir des complications liées au traitement. Je suis en train d'hydrater, de mettre de l'insuline, liée à l'acidose elle-même ou bien liée au facteur de décompensation. Une controverse chez les enfants, c'est est-ce qu'il faudrait mettre un bolus initial, oui, non, parce qu'il y a le risque d'œdème cérébral et actuellement, il n'y a pas d'études vraiment solides pour dire que chez les enfants, il faut mettre ce bolus. Il y a des équipes qui le font en pédiatrie, mais généralement, on va mettre une insuline au pouce-seringue électrique pour que ça soit le moins agressif possible pour les enfants. La dernière entité, c'est l'état d'hyperglycémie hyperosmolaire. Et c'est la même physiopathologie, sauf que on va avoir, c'est la même physiopathologie de l'acidocétose diabétique, mais on va avoir un accès à l'eau qui est impossible et donc des patients qui sont très déshydratés. Et donc, l'hyperosmolarité naît de cette une déshydratation qui est très importante. Durant l'acidocétose, il y a eu un versant, plutôt une lipolyse et des corps cétoniques qui ont été produits. Durant l'état hyperglycémie hyperosmolaire, ça va être une glycogénolyse et une néoglucogénèse qui va induire cette hyperglycémie, cet état de déshydratation, et on va passer vers un état d'hyperglycémie hyperosmolaire. Un message clé, si mon patient boit, il ne va pas faire de coma hyperglycémique, mais il peut faire un état d'hyperglycémie hyperosmolaire, mais jamais de coma. Donc s'il se présente à vous à pied à votre consultation, c'est pas un coma, il peut avoir une hyperglycémie hyperosmolaire. Donc les critères diagnostiques, ça va être une hyperglycémie majeure, une osmolarité supérieure à 320. Généralement, c'est des osmolarités, mais vraiment supérieures à 350. Et on calcule l'osmolarité en faisant 2 fois l'anatrémie plus la glycémie. On a besoin de l'osmolarité efficace, la tonicité. Pour le traitement, on va se calquer, donc voilà l'algorithme que je vous ai présenté, Eureka, un seul algorithme pour 2 pathologies. La seule différence, c'est qu'on va être plus généreux avec la délivrance de l'hydratation. On va hydrater plus. Si mon patient peut boire, donnez de l'eau. Donnez de l'eau usuelle, hein, de l'eau de robinet ou bien de l'eau minérale. Et hydrater. C'est mon patient, il faut être plus à l'aise avec cette hydratation et être patient. Parce qu'il ne faut pas aussi aggraver une insuffisance rénale. On ne va pas passer vers le versant OAP, vers un patient qui a de l'œdème cérébral. Donc, hydrater plus, mais d'une façon beaucoup plus lente et beaucoup plus patiente. Je termine par un mot sur la fameuse acidose lactique. La metformine est un médicament qui est le plus prescrit des ADO, et l'acidose lactique, elle peut nous survenir chez nos patients diabétiques qu'on suit ou bien qui consultent aux urgences. La metformine, elle peut induire, associé à une insuffisance rénale, un tableau clinique pas spécifique des douleurs abdominales, des patients qui ont des myalgies. Le seul traitement, metformine, médicament dialysable, c'est la dialyse. Et ça va être des séances d'hémodialyse
prolongées, mais qui vont sauver la vie des patients, même si, lorsque ça survient d'une façon aiguë, c'est un drame et c'est une mortalité de plus de 50%. Voilà, j'espère qu'en 25 minutes, j'ai pu aborder les déséquilibres down des diabétiques et aussi up avec les hyperglycémies, l'acétose, l'acidocétose diabétique et l'état hyperglycémie hyperosmolaire. Je reste joignable parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. Donc, pour ceux qui veulent l'algorithme, veulent des détails, je suis vraiment, ça me fera beaucoup plaisir de communiquer les algorithmes de prise en charge parce qu'il y a des détails, il y a des filons pour faciliter les algorithmes de prise en charge et je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. C'était excellent, c'est extraordinaire parce que généralement, c'est notre quotidien. Soit dans le sens hyper ou dans le sens hypo, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Alors, 2 questions, s'il vous plaît. Je pense à un docteur de Docteur Hadji. D'abord. Merci pour la communication. C'est juste peut-être pas des questions puisque les algorithmes sont là pour nous guider dans notre conduite à tenir. Moi, je reviens sur une chose. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous en Tunisie, surtout durant le mois de Ramadan. Parce que chez nous, il y a beaucoup de journées qui regroupent les médecins généralistes, les spécialistes pour aiguiller les malades durant le mois de carême. Bon, vous avez vu certainement des hypoglycémies, surtout en fin de journée. Deuxième chose, il se passe que chez nous, on tient des journées axées beaucoup plus sur la prise en charge du malade dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Ça compte beaucoup. Le malade ne sait pas quand est-ce qu'il va faire, par exemple, une activité sportive, qu'est-ce qu'il va contrôler sa glycémie avant, durant, après, s'il a un glucomètre chez lui. Tout ça, ça se passe, c'est l'éducation thérapeutique qui règle beaucoup de choses. Le malade apprend et ils sont conscients maintenant des dangers. Merci. Oui, je vous remercie d'avoir abordé ces 2 sujets. D'abord, les fêtes religieuses, tout ce qui est donc bien sûr le mois de Ramadan qui non seulement nous donne des hypoglycémies, mais c'est aussi durant les gardes, durant la soirée, les patients qui viennent avec des glycémies high et des cétoses, des acidocétoses qui vraiment exagèrent avec les sucreries. Donc oui, je pense que c'est commun à tous les pays arabes et musulmans. Durant Ramadan, le profil des patients change, des hypoglycémies durant la matinée, durant la journée et des décompensations hyperglycémiques durant la soirée. Oui, je vous rejoins sur ça. Et concernant l'éducation thérapeutique, oui, donc c'est le travail du médecin de première ligne de faire cette éducation pour prévenir. Il y a même des plans d'action qu'on distribue à chaque fois qu'un patient consulte pour une hypoglycémie, c'est peut-être un patient qui ne s'est pas bien géré, qui n'a pas géré, généralement c'est la faute. Il y a eu soit un écart thérapeutique, il ne s'est pas alimenté, il s'est injecté de l'insuline, il ne s'est pas alimenté, il a pris trop de médicaments, il n'a pas consulté à temps son médecin de famille. Et bien sûr, l'éducation thérapeutique, c'est un autre volet sur lequel on pourrait peut-être mettre une autre conférence dessus, l'éducation thérapeutique du diabétique, et à tout âge. Hein. C'est pas la même quand il s'agit d'adolescents ou bien de personnes âgées, parce qu'il faut aussi impliquer la famille. Et donc, l'éducation thérapeutique, elle vient, et peut-être profiter de ces accidents hypo ou bien hyperglycémique pour orienter le patient vers un médecin qui est habitué à faire de l'éducation thérapeutique. Et bien sûr, je vous rejoins sur ça. Hein. Je pense c'était une remarque et non pas une question, c'est ça? Oui. Merci pour votre exposé. Si vous pouvez nous dire un mot sur l'hypoglycémie non ressentie chez les diabétiques. Oui. Merci. Oui, donc c'est un problème aussi chez les diabétiques de longue date et c'est un facteur de risque d'hypoglycémie sévère. Quand les symptômes autonomes ne sont plus ressentis,
et que le patient il vient avec une convulsion, parce qu'on sait tous qu'il y a cette neuropathie qui s'installe petit à petit, surtout si le diabète n'est pas équilibré. Et malheureusement, ça arrive. Hein, ça arrive avec les patients qui ressentent plus les signes annonciateurs. Et ça se voit aussi chez les patients qui sont sous bêta-bloquants. Donc les patients sous bêta-bloquants n'ont plus de signes annonciateurs. Et ça pose problème parce qu'ils viennent avec un coma hypoglycémique, des convulsions, des crises convulsives, que ce soit chez le médecin traitant, aux urgences, dans les ambulances de la médecine préhospitalière. Et donc ça pose problème. Il faut toujours avoir ce réflexe devant tout symptôme qui peut évoquer l'hypoglycémie, de mettre de faire cette dextrose, cette glycémie capillaire pour au moins éliminer ce fameux accident hypoglycémique. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Merci Bonjour, beaucoup. professeur, pour l'intervention. C'est juste une petite précision. Il fallait pour votre communication de signaler que ça, c'est pour l'adulte. Parce que chez l'enfant, la prise en charge acidocytosique, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas commencer par la hydratation, mais l'insulinothérapie. Donc, c'est communication pour l'adulte. Merci. Oui, déjà, c'est mentionné dans l'article des hyperglycémies, des crises d'hyperglycémie in adults, dans l'article. Et après, c'est juste un sujet de controverse concernant l'hydratation qui pose un problème chez les enfants. Donc, c'est plus axé sur l'adulte. Et j'ai mis juste la controverse sur le volet hydratation. Mais chez les adultes, il faut toujours commencer par l'hydratation. Et chez les enfants, bolus ou pas d'insuline initiale, hydratation, oui, mais il y a des protocoles et les sociétés savantes en pédiatrie n'ont pas encore trouvé un consensus pour comment faire, parce que ça va dépendre de l'âge, du poids, est-ce que c'est des adolescents, c'est des nourrissants, donc ça va être totalement différent, et c'est pour ça que j'ai mis juste une plaque sur cette controverse avec un risque d'œdème cérébral qui est très important si on donne ce bolus ou non, et si on donne beaucoup d'hydratation ou non. Donc c'est un autre volet, et je me suis intéressée seulement aux crises hyperglycémiques, donc l'acidocétose et l'état hyperosmolaire chez les adultes. Mais je vous remercie d'avoir mis en exergue ce petit détail-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Chamadi. Donc, un Dr Meskin qui va vous remettre votre attestation, un petit présent. Merci à vous, merci aux modérateurs et à toute l'assistance. Donc, juste après, on va avoir 20 minutes de pause café, pas plus. Maintenant, on va faire une petite récréation. C'est Ayman Koulé.